Salut à toi, amoureux de la bagarre. On est là pour débriefer du banger sur banger sur banger de l'UFC 290. C'était incroyable. C'était incroyable. À part le moment où Israël Adesanya est monté dans la cage, c'était vraiment un très 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 chouette événement. Alors, le temps que moi je retombe de mes émotions, pour ceux qui ne savent pas, je viens d'atterrir. J'étais à Berlin ce week-end pour le PFL. Notre athlète a gagné. Quasi une nuit blanche. Donc le temps que mes idées se structurent, je t'invite à commenter tes trois moments favoris de la carte. Tu vas dans les commentaires, tu mets mon moment favori de la carte, c'était ça, le deuxième c'était ça, le troisième c'était ça, puisque il y a que des gros moments. Et moi je suis intéressé de savoir lesquels sont tes préférés. Alors on va faire par ordre chronologique. Je vais reprendre ici les résultats et je vais passer au travers de ce qui me passe dans la tête. Donc début de carte, on va passer très très rapidement. Cameron Saïman, un nom à suivre, il le confirme. Pareil pour Vitor Petrino, très très chouette. Je pense que les deux ont vraiment du beau potentiel. Alors, Alonso Menifield contre Jimmy Crute, j'ai été un peu déçu de la précipitation de Jimmy Crute. J'ai l'impression qu'il a cherché une porte de sortie et je m'attendais pas à ça de lui. Donc je me demande s'il n'y avait pas une blessure ou quoi, mais voilà, petite parenthèse pour lui. Denise Gomez, bulldozer, grosse victoire. Vous inquiétez pas, hein, je vais passer plus de temps dans les combats de la carte principale. Là, c'est juste pour vraiment souligner tous ceux qui méritent un petit clin d'œil. Alors, Tatsuro Teira, je pense que c'est intéressant d'en parler parce que c'est un peu un sujet d'actualité. L'UFC, pour le moment, on a l'impression qu'ils ont besoin de nouvelles grosses stars. Et donc, ils investissent dans des gars qui viennent de signer pour les mettre en avant. Et de temps en temps, ça crée une hype qui mène à des attentes, qui mène à des potentielles déceptions. Ce que j'essaye de dire là, c'est que Tatsuro Terra est très bon. Il a fait une très belle performance, une assez belle performance. Mais l'UFC est en train de construire une tellement grosse hype autour de lui que les gens s'attendent à ce qu'il traverse tout le monde jusqu'à atteindre le top 15. Et quand c'est pas le cas, il y a un genre de déception. Là, il s'est fait surprendre, il aurait pu perdre et il a retourné la situation. Donc, ce sont des éléments positifs. Il a du mental, il a cette capacité à rester dans son combat, à se dire c'est pas grave si je perds le premier, je vais gagner le deuxième et le troisième. Donc, ce sont des bons éléments. Mais j'ai l'impression que les gens étaient tellement sur Waouh, Tatsuro c'est le futur, qu'ils s'attendaient à bien mieux face à quelqu'un qui a accepté le combat en short notice. Donc respect à celui qui a accepté le combat en short notice, il a fait des belles choses dans le combat. Mais il y a ce truc avec l'UFC, faut vraiment bien faire la distinction entre le côté marketing, on pousse un athlète, on essaie de créer une hype, et la réelle qualité de combat. Et pour Terra, il a vraiment un beau potentiel, il a déjà un très bon niveau, mais il n'a pas encore ce niveau top 15, selon moi. Et donc, il y a un genre de différentiel entre la hype qui est construite et son niveau actuel. Pour moi, il a le potentiel pour live up, pour survivre à cette hype, mais ça demandera encore du temps. Robbie Lawler. Ok, là faut qu'on prenne le temps. Robbie Lawler, c'était son tout dernier combat, grand combattant à l'UFC. Énorme carrière. Juste avant le combat, j'ai tilté quoi. Ils ont montré un highlight et on voyait des combats de quand l'UFC était filmé en mauvaise qualité qui remonte à il y a super super longtemps. Le mec a 41 ans, il a quasi fait ça toute sa carrière à l'UFC. Il est resté il a eu un déclin, certes, mais il est resté judicieux, il est resté bon, il est resté à un niveau de entrée top 15, on va dire. Ce qui est plutôt pas mal, hein. Il y a vraiment des champions qui font un énorme déclin. Lui, je trouve que c'était pas le cas. Il a eu des défaites en fin de carrière qui étaient logiques. C'était pas des défaites contre des nonés, c'était pas des grosses défaites. Il y a eu ce truc contre Ben Askren aussi où c'est un peu mitigé, un peu controversé. Mais voilà, rappelons quand même qui est Robbie Lawler, à quel point il nous a fait vibrer dans son règne de champion. Ce combat contre Rory McDonald, ce stare-down entre le quatrième et le cinquième round, ce finish dans la cinquième reprise, ce combat ensuite contre Carlos Condit, cette absolue guerre, ces deux combats contre Johnny Hendricks, c'était splendide. Franchement, ce mec nous a fait vibrer. Il a une intensité, c'est quelqu'un de vrai, c'est quelqu'un de réel. C'était très beau à voir
de s'apercevoir de si fortes émotions qui sont totalement justifiées et le voir sortir par la grande porte comme ça sur une si belle victoire expéditive contre un name value. Nico Price, voilà, c'est pas quelqu'un qu'on voit comme un futur top 10. On l'a jamais vu comme un potentiel top 10. Mais c'est le gatekeeper du top 15. C'est quelqu'un qui offre chaque fois des belles performances, qui est généreux, qui est difficile à combattre, hein, et il a des beaux KO, il a des KO impressionnants. Donc c'était pas un combat facile. Je vais pas dire que c'était un combat non plus difficile. C'était pas le Chris Gutierrez de Frankie Edgar, mais franchement, c'est beau à voir des gens qui prennent leur retraite sur une victoire. Moi, je kiffe. Et donc, merci à Robbie Lawler pour sa carrière. Elle était incroyable, incroyable, incroyable. On arrive à la main card. Alors, Bonical. Bon, combat expéditif, mais il y a quand même pas mal de choses à dire. J'ai bien aimé. J'aime bien à quel point il euh, utilise sa lutte pour servir sa boxe. Et ça me fait penser, ça me laisse penser qu'il va aussi à terme utiliser sa boxe pour servir sa lutte, ce qui va le rendre dangereux. Ce qu'il sait actuellement, c'est que ses adversaires appréhendent sa lutte. Oh, j'affronte Bonical, lutte incroyable, il faudrait que je fasse gaffe à ça, par contre le pied-point, hop, c'est là où je vais pouvoir m'exprimer. Au Dana White Contender Series, il met un KO debout. Pas un KO debout, mais le début de la fin du combat, c'est vraiment sur des grosses frappes debout et puis il va finaliser ça au sol. Ici, il vient de mettre un vrai KO. Debout. Donc, ses prochains adversaires vont se dire ouh, ok, j'affronte Bonical, grosse lutte, capacité à mettre des KO. Et là, ça commence à devenir compliqué sur la préparation, sur le game plan. Alors oui, il n'a pas encore affronté un vrai nom de l'UFC, on va dire. Il n'a pas encore affronté quelqu'un qui va vraiment pouvoir nous dire, lui, c'est un futur champion. Moi, je reste encore sur la réserve. Mais là, il m'a montré des belles choses. Ça a été expéditif, mais sur le peu que j'ai vu, il y a de l'intelligence de combat. Il y a de la compréhension de ce qu'il doit faire pour arriver dans le top niveau. J'ai encore besoin de contenu pour prendre position. Comme on avait dit avec Brian, on spéculait sur certaines choses. Je pense que les spéculations sont encore valides aujourd'hui. Mais cette performance, honnêtement, que du positif à en tirer. Je ne sais pas si j'espère le voir progresser rapidement. Ce que j'entends par là, si je veux le voir dans 3 mois. Je sais pas sur quel timing. Je pense que 2 combats et demi, genre 5 combats sur 2 ans, c'est une bonne moyenne pour lui. Ça lui permet de se montrer, de garder sa hype, de continuer à gravir les échelons, mais pas trop rapidement non plus. Ce qui va lui permettre aussi de progresser pour avoir le niveau systématique qu'il a besoin par rapport aux futurs adversaires qu'il va avoir. Là, j'aimerais quand même qu'il affronte quelqu'un qui est peut-être à 2-1, 2-2 à l'UFC, donc quelqu'un qui a ses victoires à l'UFC, qui n'est pas encore trop élevé dans le classement, mais qui pourrait commencer à nous intriguer. Des combats qui pourraient commencer à nous intriguer, mais je crois que l'UFC va continuer à vouloir le mettre favorable dans le combat, mais j'ai pas envie de le voir favorable à moins 1100. Voilà, j'aimerais bien le voir favorable à moins 400, un truc comme ça, un truc voilà, qui devient progressivement intéressant pour la suite. Hooker contre Turner. J'ai adoré. J'ai adoré le combat pour plusieurs raisons. Donc techniquement, les deux, très bien. Franchement, en termes de compétences, c'est très propre. C'est mesuré, c'est calculé. Il y a des accélérations à des moments. Il y a une bonne lecture du jeu. Euh, mais c'est ça qu'on veut démontrer sur Fight Minds de temps en temps, même souvent. Vous savez, hein, on apporte beaucoup de nuances, on aime bien aller au bout des choses. Et quelque chose qui est important pour moi quand je communique à des nouveaux fans notamment, et même à des coachs, c'est que ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle les compétences. Les compétences techniques, l'efficacité, l'intelligence de combat, ce genre de choses. C'est visible. Mais il n'y a pas que ça pour gagner un combat. Quand tu es novice et que tu regardes du MMA, tu dis ok, le plus technique, celui qui a le plus de force, celui qui est le plus rapide, c'est lui qui va gagner le combat. Et en fait, il y a des petits éléments qui peuvent faire que tu gagnes un combat alors que tu es moins technique que l'autre. Donc on peut considérer qu'en MMA, il est vraiment possible de gagner un combat en étant moins fort que l'autre. C'est ça que je veux dire. Si tu prends technique contre technique, on l'a vu dans le premier round, Jalin Turner était au-dessus
de Dan Hooker. D'un point de vue purement technique, d'un point de vue skills contre skills, Turner était au-dessus. Il y a plein d'exemples, historiquement, où tu passes outre. Le mec est plus fort que moi, mais je vais gagner grâce à une bonne stratégie. Grâce à... Il est meilleur que moi sur 95% des aspects du MMA, mais il y a 5% où moi je suis meilleur que lui et je suis capable d'aller dans ce 5%. Et ça, c'est ce qu'on appelle la direction du combat. Tu as le mental et le menton. Tu peux te faire tabasser, 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 mais tu as un mental. Tu perds les 2 premiers rounds, tu vas chercher les 3 derniers, même si tu es moins fort. Tu peux salir le combat. Le mec est plus technique que moi, il est plus fort que moi techniquement, mais je vais gagner en forçant une bagarre. Et là, c'était sur du cardio. Euh, on a eu le cas la semaine passée dans le main event avec Abous et Strickland, et cette semaine de nouveau. On a un Turner qui s'est un peu grillé. Il était présent pendant 8 minutes et demie. Il a fait 8 minutes et demie, 9 minutes, non, peut-être plutôt 8 minutes et demie de combat vraiment bien. Et puis, il a eu son drop. Il a eu adrénaline drop ou mauvaise gestion du cardio, perte d'énergie, peu importe. Ça peut être plein de raisons différentes. Ça peut être une mauvaise nuit de sommeil, ça peut être une mauvaise réhydratation, une mauvaise nutrition, ça peut être une mauvaise préparation, ça peut être une mauvaise compréhension de ce qu'il est capable de faire dans un combat, une mauvaise gestion de son énergie. Peu importe la raison, c'est ta responsabilité en tant que combattant. C'est ça qu'il y a de beau dans le MMA, c'est que c'est tellement rare que tu puisses vraiment te cacher derrière une vraie excuse. C'est toujours des raisons. Et là, peu importe la raison, on a un Dan Hooker mental, menton. Ça on savait déjà, mais qu'il a un menton de dingue. On l'avait vu contre Barboza, on l'avait vu contre Dustin Poirier, contre Paul Felder. Mais il est resté dans son combat. Il y en a beaucoup qui auraient baissé les bras en disant mais il est trop fort. Et il aurait peut-être fait une Jimmy Crute en disant bah je préfère perdre par soumission. Boum, je me jette. Je dis pas que c'est ce que Jimmy Crute a fait, mais c'est possible qu'il l'ait fait. Donc il y a des gens qui auraient cherché une porte de sortie là. Je préfère me faire soumettre que ou qui auraient perdu mentalement tout simplement en perdant à la décision parce qu'ils croyaient plus en leur chance. Et là non, Dan Hooker, il a cru en ses chances. Il a vu que Turner se fatiguait beaucoup plus que lui, qui avait une dette d'oxygène. Il a déroulé. Il a déroulé, il est allé chercher la victoire. Franchement, très très beau. Il était underdog. Il était underdog, donc magnifique victoire, magnifique victoire. Ok, on passe à Dricus contre Robert Whittaker. Franchement, là, respect. Respect, respect, respect. Euh, je- J'ai pas envie de dire je l'avais dit parce que j'avais pas du tout dit ça. C'est pas dans ce sens-là. Je suis pas en train de dire je l'avais dit, Dricus va gagner. Pas du tout. Je me suis gouré, je me suis vautré sur mon prono et je l'assume à 200%. Mais dans le podcast avec Aldric, j'avais dit, on va dire, il y a technique et efficacité. Le mieux, c'est d'avoir les deux. Si tu es très technique, très efficace, en général, on va considérer que bah, tu as tout ton potentiel pour atteindre la ceinture. Mais si tu dois choisir un des deux, c'est clair et net. Tu dois choisir l'efficacité. Vaut mieux être efficace et peu technique. Et quand je dis peu technique, je dis pas que Dricus c'est pas technique. Esthétiquement. Esthétiquement, c'est ce qu'on lui reproche. C'est pas super beau ce qu'il fait. Mais c'est tellement efficace. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui est comme Dricus, hein, pas esthétique, mais qui va toucher, qui va être percutant, que quelqu'un qui va t'envoyer des techniques parfaites, là, hop, spinning wheel kick dans le vent, n'importe, high kick dans le vent, jab parfait dans le vent. Voilà, efficacité beaucoup plus importante. Et là, clairement, on a un Robert Whittaker qui est extrêmement technique, beau à voir dans son jeu, efficace dans ses combats, et qui a rencontré quelqu'un qui était juste plus efficace que lui. Il y a rien à dire. Le jab en contre sur un magnifique timing. Dricus, il a ce truc. Ça, je pense que Aldric l'avait dit pendant le podcast. On a l'impression qu'il réfléchit pas de technique. Je suis ici, mon adversaire est là, mon adversaire est en train de se déplacer par là. Si j'envoie ça, ça va toucher, et il envoie ça. Et il se pose pas d'autres questions. Il y a une petite responsabilité défensive et tout derrière, mais je vulgarise à mort, mais on a l'impression que c'est ça, je peux le toucher, je vais le toucher. J'anticipe un peu son déplacement, si je fais ça, ça va le toucher. Et là, c'est ce qui s'est passé. Il a bien anticipé le déplacement de Whittaker, et c'est extrêmement rare que, à part Israël Adesanya, il y en a très peu qui ont pu bien toucher Whittaker sur ses déplacements. Et là, timing parfait, précision était là.
Puissance de frappe, on le sait. Il avait mis KO Soldic avant de rentrer à l'UFC. Je pense que là, il est sur 4 KO sur 6 combats à l'UFC, ou peut-être même 5. On le sait. Il a la puissance, il a l'efficacité, le côté percutant dans ses frappes. Et voilà, là, title shot, quoi. Title shot, et maintenant, euh, je me tais, moi. Je me tais. Ok, je dois plus me concentrer sur le côté esthétique. Dricus, c'est l'élite de l'élite. Que j'aime ce qu'il propose visuellement ou pas, je dois l'accepter. C'est l'élite de l'élite, il mérite ce title shot. Et j'ai même pas envie de parler de ce qui s'est passé dans la cage. De un, parce que politiquement, je suis nul. Je pourrais pas donner mon avis sur toutes les émotions que Israël Adesanya peut ressentir et tout ça. Mais personnellement, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai trouvé ça d'un ridicule. Mais d'un ridicule. C'était cringe de ouf. Et c'est ça le truc, c'est que de temps en temps, tu peux avoir des trucs cringe, marrants. Cerudo, par exemple, c'est cringe. Mais voilà, il y a un côté un peu léger. Certains peuvent trouver ça drôle. Ici, je trouve ça cringe et ça n'apporte rien. Il y a pas de, ça me donne pas envie. Personnellement, ça me donne pas plus envie de voir le combat. Je trouve que ça, c'est pas ça qui va régler des problèmes sociétaux de couleur de peau et tout ce qui s'ensuit. J'ai trouvé ça. Voilà, j'ai pas à m'exprimer. C'est difficile pour moi parce que c'est une critique. Et en général, quand je fais une critique, j'ai pas envie de la faire comme ça. J'aime bien construire. Mais c'est aussi un terrain très glissant sur lequel j'ai pas envie parce que j'ai pas les connaissances pour. J'ai mon opinion, évidemment. Mais c'est une des rares fois où je vais pas faire preuve de transparence et je vais le garder pour moi parce que j'ai peur que ce soit mal interprété et tout. Mais voilà, la réalité, c'est que j'ai trouvé ça très nul. Et dommage parce que. Encore une fois, il y a Dricus qui a fait une super belle, un super beau début d'interview quand il parlait de Whittaker, que, enfin voilà, c'est un peu le coup de travail jusqu'à ce que tes idoles deviennent tes ennemis ou tes concurrents, peu importe. Et ça, je trouve ça inspirant. Ça, je trouve ça inspirant. Et puis, l'UFC a laissé rentrer Adesanya dans la cage et c'est devenu un peu le cirque. Bref, passons à la suite. Pantoja. On m'a dit en commentaire, on ne prononce pas les J en R, donc c'est pas Pantora, c'est Pantoja, qui gagne contre Moreno. Alors on va commencer par la base. Qui avait donné 49-46 pour Moreno? Dites-moi, parce qu'il y a un juge qui l'a fait, et je crois que c'est le seul au monde. Alors, je veux bien entendre qu'il y a 2 rounds serrés. Je veux bien entendre qu'il y a 2 rounds serrés. Pour moi, il y a 2 rounds que tu donnes d'office à Pantoja. Le 1, Pantoja, d'office, pas possible d'argumenter. Le 2, Brandon Moreno, d'office, pas possible d'argumenter. Les 3 autres sont un peu plus serrés, mais j'ai vraiment beaucoup de mal à concevoir pourquoi on donnerait les 3 à Moreno. Euh, Ce qui allait dans le sens de Moreno, percussion des frappes. C'est clair, il touchait bien. Mais les gars, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent le grappling et qui n'aiment pas ce truc de je me mets en sac à dos. Euh, c'est une position forte. Tu prends le dos, c'est une position forte. Alors, je vais aller très loin dans le détail ici. Euh, les règles telles qu'elles sont aujourd'hui et les critères de scoring tels qu'ils sont aujourd'hui, pour moi, c'est un 49-46 Pantoja. Je comprends totalement le 48-47 Pantoja. 48-47 Moreno, il faudra vraiment passer beaucoup de temps pour me convaincre, vraiment. On peut critiquer les règles. On peut dire, ok, quand c'est dans la garde qu'il n'y a pas d'action, l'arbitre, à un moment, il dit action, puis il n'y a rien pendant 15 secondes en plus, ça relève, personne ne va critiquer ça. De la demi-garde, ça arrive. De la montée du dos, c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à l'UFC, c'est déjà arrivé à l'ARES. C'est bizarre, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est une discussion qui est très intéressante. Parce que la logique veut que tu as pris cette position, tu as travaillé pour arriver à cette position. C'est une position qui est pas très loin du finish. Donc, on a tendance à dire, on a envie de laisser et de donner aucune justification à l'arbitre de relever. Moi, je suis quand même pour, en cas de totale inactivité, de break la position et de se relever. Pourquoi? Parce qu'à la base, j'étais un peu comme Joe Rogan. J'étais en mode, non, tu dois être capable de défendre toutes les positions.
Si tu as quelqu'un qui arrive à prendre la monte et à la conserver, c'est plus parce que c'est, disons ça comme ça. S'il y a quelqu'un en monte et que toi tu es en dessous, on est d'accord que c'est à toi de faire le plus gros travail. Si tu veux gagner ce combat, c'est d'abord à toi de sortir, donc c'est à toi de faire du taf, c'est à toi d'être actif. Mais il y a vraiment des positions dans lesquelles, si ton adversaire dit je veux juste garder la position, là par exemple, body triangle dans le dos, parachute, ceinture de sécurité, et je bouge pas. Je bouge pas. Je cherche pas à frapper, je cherche pas à étrangler. Moi là, je suis pour relever. Ok, le gars, il a travaillé dur pour obtenir ce dos. Il mérite d'avoir cette position et de gagner du temps et de contrôle, de domination qui est vu comme de l'effectif grappling. Mais pour moi, effectivement, il devrait y avoir une limite à ça. Je laisserai plus de temps. Donc je relèverai plus rapidement quelqu'un qui est inactif dans une garde que quelqu'un qui est inactif dans un dos. Mais je trouve que ça devrait être fait quand même. Alors ici, est-ce que Pantoja ne travaillait pas? Je trouve qu'il y avait du travail. Je trouve qu'il y avait du travail, peut-être à quelques exceptions, et c'est là où je veux en venir. Donc là, on a parlé des règles. Moi, je trouve que c'est une discussion intéressante, peut-être pour un autre podcast où je suis pas tout seul. Par contre, je suis désolé, je suis déstructuré, je suis ultra fatigué. Je pense juste à ça. Je voulais dire par rapport à Robbie Lawler, c'est une inspiration. Le mec a 41 ans, il va donner une victoire, et c'est dommage que je puisse pas échanger avec Brian parce que Brian, il a 38 ans, il se sent vraiment au top de sa forme et il trouve que le déclin physique c'est pas après 35 ans, c'est plus après 40 ans. Bref, parenthèse finie. Pantoja Moreno, j'ai bien aimé parce qu'en fait ce qui s'est passé dans ce combat c'est que Pantoja commence fort comme il le fait tout le temps. Brandon Moreno, on a vu qu'il avait ce game plan très intelligent de venir le bloquer pour le fatiguer. Pantoja, malgré tout, il a réussi à séparer l'action, à marquer son knockdown. Dans le deuxième round, il y a un momentum shift. Il y a un tournant du match. Brandon Moreno commence à prendre les devants. On voit un Pantoja qui fatigue. Et là, ce que Pantoja a fait, et j'ai adoré sur l'aspect stratégique, c'est je vais me donner à fond jusqu'au moment où j'ai une position intéressante. Et une fois que j'ai cette position intéressante, je vais me reposer dans cette position intéressante. Alors je sais que ça va être critiqué. Je sais que ça va être critiqué. Mais le fan en moi, le fan de stratégie, qui se met à la place du combattant, c'est ton premier 5 rounds. Tu gagnes le premier, tu perds le deuxième. Tu commences à fatiguer. Toi, ton objectif, c'est de gagner. C'est pas de plaire au public. Et encore, il y a plein de gens qui disent que ce combat, c'est le fight of the year. Donc, on peut même pas critiquer quoi que ce soit. Ça a été un put. Je peux pas dire sur YouTube. C'était un put de combat. C'était un incroyable combat. Incroyable, incroyable. Mettez les flyweight en avant. Je reviens sur ce que je disais. Tu rentres dans le troisième round, c'est 1-1. Tu commences à fatiguer. C'est l'autre qui a gagné le deuxième round. Tu dois trouver ton chemin vers la victoire. Intellectuellement, c'est incroyable ce qu'il a fait. Je vais me donner à fond. Je sais que ça va puiser dans mon énergie, mais je vais me donner à fond jusqu'à avoir cette position dominante. Et puis quand j'ai cette position dominante, je vais me reposer dans cette position dominante pour gagner des minutes. C'est tellement intelligent. C'est tellement intelligent. Je suis désolé, franchement, là-dessus. Pantoja a géré de dingue. L'adaptabilité dans ce combat, elle était oufissime. Et j'ai bien aimé parce qu'on voyait un Brandon Moreno qui en voulait, qui cherchait à obtenir des grands moments dans les petits moments qu'il pouvait avoir. C'était dingue. Donc franchement, respect à Pantoja. Il mérite cette victoire, il mérite cette ceinture. C'est vraiment, ça semble être la kryptonite de Brandon Moreno. Brandon Moreno, j'ai hâte de le revoir parce que c'est un incroyable combattant. Et franchement, cette division des flyweight, elle l'a fait rêver là. Elle l'a fait rêver. C'était un incroyable combat. Et on finit sur le main event. GOAT in the making. En termes d'accomplissement, il a encore beaucoup de chemin avant de faire partie de la liste des Georges Saint-Pierre, des Anderson Silva, etc., etc. En termes de skills, de compétences, de côté complet, d'intellect, de stratégie, de capacité à appliquer sa stratégie, il est déjà dans la liste, hein. Il est déjà dans les discussions. Est-ce le meilleur combattant? Alors, il ne faut pas confondre meilleur combattant de tous les temps en termes de GOAT, qui pour moi reflète plus les accomplissements, et meilleur combattant de tous les temps en termes de skills. Alors j'aime pas trop ces discussions parce que ça, voilà, c'est différentes époques. Aujourd'hui, on a pu tirer des leçons de tous les combats précédents, donc voilà, mais
Oh, il est incroyable, Volkanovski. Il est incroyable. Il sait tout faire. Il sait tout faire. Il sait tout bien faire. Il est intelligent au possible. Sa stratégie était incroyable. Mettre la pression. Ne pas avoir peur de kicker contre un kicker. Frustré de temps en temps en désengageant sur les trucs un peu folkloriques. Responsabilité défensive. Ne pas se précipiter. À la moindre opportunité, venir le mettre sur son dos. Tout ça a été fait. Tout ça a été fait. Une fois qu'il était sur son dos, il avait ce bon mix entre garder la position, mais infliger du dégât, le drainer physiquement, le drainer mentalement. Premier round, deuxième round, il fait ça. Et Brian l'avait dit. Si dans le troisième round, il commence à se sentir à l'aise par rapport à la fatigue de Yair, quand tu fatigues, t'es moins rapide, les frappes sont moins impactantes, peut-être que tu peux commencer à te dire, bah, s'il me touche, je sens qu'il peut pas me mettre KO, il peut pas me sonner. Donc, voilà, il a, il a décidé de rester debout parce qu'à partir de ce moment-là, il sentait que le danger n'était pas aussi grand que dans les deux premiers rounds face à un Yair frais. Et puis il va chercher son finish, c'est incroyable, il l'a dominé partout. Il l'a dominé partout. Yair Rodriguez, qui nous avait tous impressionnés contre Josh Emmett, qui nous avait tous impressionnés contre Max Holloway dans sa défaite. Il est imprenable ce mec, il est imprenable en featherweight. En featherweight, il est imprenable. Alors pour la suite, c'est difficile. J'aimerais le voir contre Ilia Topuria. Je pense qu'il sera grand favori. C'est difficile de le voir perdre en featherweight. J'ai envie de le voir challenger une deuxième fois Makhachev, mais comme j'ai dit dans la preview, j'ai envie que s'il le fasse, c'est avec une vraie montée. Donc Makhachev, il veut combattre en octobre. Ici, ça ferait 3 mois et demi. C'est pas une vraie montée. Euh, donc, je préfère Ilia Topuria. Je préfère Volkanovski contre Ilia Topuria. Et je considère que s'il bat Ilia Topuria, il a nettoyé la catégorie. Et là, il peut se dire, je fais une vraie montée, je vais challenger Makhachev. Si c'est encore Makhachev, champion, ce qui est fort probable. Ah, j'ai rien d'autre à dire. Quel roi se paye. Quel roi Volkanovski. Ok les gars, merci d'avoir suivi. Si t'as commenté mais que t'as pas fait le petit like maintenant, le petit abonnement, c'était Chris Gunacht sur Fight Minds. À très bientôt les amis. Il y a beaucoup de choses à dire tout le temps dans le monde des sports de combat. Je suis nul en conclusion quand je suis fatigué. Allez, je vous dis au revoir.